Bonjour à tous. Alors, vous savez que les organes comme les muscles ont besoin de dioxygène et de glucose, donc le sucre, pour fonctionner correctement. Le sucre et le dioxygène sont des nutriments. Le glucose, il est présent dans le sang et on sait que son origine, c'est l'alimentation. La dernière fois, on a travaillé sur la circulation sanguine et on a appris comment le sang fonctionnait pour circuler dans tout l'organisme et distribuer ses nutriments aux organes. Mais ce qu'on n'a pas encore appris, ce qu'on n'a pas encore étudié, c'est comment le sucre présent dans nos aliments fait-il pour se retrouver dans le sang. En d'autres termes, quand vous consommez quelque chose, comment ça se fait que l'aliment que vous consommez qui contient du sucre, tout ce sucre et tous ces éléments se retrouvent dans votre sang après. Donc vous avez dû écrire dans votre cahier le grand 3, de la prise alimentaire à la présence de glucose dans le sang. Le problème, comment le sucre présent dans les aliments se retrouve-t-il dans le sang? Donc l'hypothèse que l'on pouvait formuler ici, c'est que nos aliments sont transformés en nutriments par les digestions mécaniques et chimiques de l'appareil digestif. Quand vous mangez quelque chose, vous le mâchez, vous mastiquez, vous broyez les aliments. Donc ça peut être une solution qui expliquerait comment nos aliments sont transformés en des éléments plus petits qui se retrouvent dans le sang. Et on peut aussi donc supposer que notre estomac, nos intestins, etc., ils exercent des réactions chimiques sur nos aliments pour les transformer et pour que ces éléments puissent passer dans le sang. Ensuite, l'autre hypothèse qu'on pouvait formuler, c'est que les nutriments, donc le sucre, sont absorbés dans l'appareil digestif pour ensuite rejoindre la circulation sanguine. Donc vous mettez l'hypothèse ici que vous souhaitez parce que c'est quelque chose qu'on va essayer de vérifier par l'activité. C'est pas la réponse au problème, c'est une réponse temporaire au problème. Donc dans votre cahier, vous avez écrit le grand A, structure de l'appareil digestif et digestion. Donc là, ce que je vous demandais sur une feuille de brouillon, c'était de faire le trajet suivi par une pomme dans l'organisme une fois avalé. L'objectif de ce travail, c'était pour moi de voir un petit peu quels sont vos restes de connaissances sur la structure de l'appareil digestif. On ne sait pas trop finalement quand on mange la pomme, comment elle circule dans le corps, où est-ce qu'elle arrive, etc. Donc là, c'était plus vraiment pour moi une façon de voir ce qui vous en restait et pour vous de vous confronter à vos souvenirs de vos apprentissages. Donc quand ça c'était fait au brouillon, il fallait ouvrir le fichier 2. Et vous avez l'activité structure de l'appareil digestif avec la compétence représenter des données sur la forme d'un schéma. Donc là, le schéma était préfet, il y avait juste à le compléter, donc c'était rien de difficile. Donc cette fois-ci, vous aviez les documents fournis pour vraiment vous montrer quel est le trajet suivi par la pomme dans le corps une fois qu'elle est avalée. Donc pour cela, vous aviez plusieurs documents qui étaient ici et que vous aviez également dans votre manuel scolaire. Donc vous deviez compléter sur les schémas tous les temps de passage de l'aliment dans l'appareil digestif et c'était aussi l'occasion de découvrir les organes de l'appareil digestif et de confronter ce schéma-là, à votre production initiale sur le trajet que vous avez dessiné au brouillon. Enfin, vous demandez de faire un petit calcul pour indiquer le temps minimal mis par la pomme pour traverser tout le tube digestif. Donc le tube digestif, c'est tout le tube constitué par l'appareil digestif qui commence par la bouche et qui se termine à l'anus. Effectivement, tout ça, là, c'est un tube qui est continu. Donc au milieu, c'est de l'air, c'est du vide. Donc c'est toujours le milieu extérieur qui circule dedans, finalement. C'est ouvert sur l'extérieur à chaque fois. C'est un tube qui est continu, qui a une entrée là et une sortie ici. Donc le temps minimal mis par la pomme pour traverser tout le tube digestif, c'est vraiment le temps que met la pomme pour traverser tout cet ensemble-là au minimum. Donc si on regarde les documents, on avait tout cela. On voit que l'aliment est pris par la bouche là et qu'il passe quelques secondes ici dans la bouche et dans l'œsophage. On devine ici que c'est l'œsophage. Et là on a la trachée. Ensuite on voit l'estomac. On le devine si on compare avec le schéma. Et on voit que l'aliment il reste entre 2 et 6 heures dans l'estomac. Donc au minimum c'est 2 heures. Ensuite en étape 3, on devine là avec cette sorte de tuyauterie un peu fine, là, un peu très très grande, que c'est l'intestin grêle. Et donc l'aliment passe entre 7 et 10 heures dans cet intestin grêle. Et enfin, là, on a encore un gros tuyau, un petit peu,
Donc ça, on suppose que c'est le gros intestin. Et donc l'aliment, là, il passe entre 12 et 20 heures dans cet ensemble. Donc là, il fallait vraiment bien utiliser les photos pour essayer de reconnaître les organes de l'appareil digestif et de les comparer au schéma pour ensuite reporter les durées. Donc normalement, c'était pas difficile. Si on faisait un petit calcul avec toutes les durées minimales, vous avez dû trouver 21 heures ici. Donc 21 heures, c'est le temps minimum qu'il faut pour un aliment pour traverser tout l'appareil digestif. Donc on peut se demander mais comment les aliments là ils font pour circuler de là jusque là, comment ils avancent tout seuls. Et en fait, tous nos organes de l'appareil digestif sont musclés et donc ils se contractent régulièrement pour faire avancer les aliments. Donc c'est toutes ces contractions, tous les muscles qui se contractent dans l'appareil digestif qui vont faire avancer les aliments le long du tube digestif. Si on regarde ici la photo d'une coupe, on a coupé l'intestin transversalement ici, on l'a coupé en deux. Eh bien, on voit là que l'œsophage, tout ça là, eh ben, c'est une paroi qui est très musclée. Vous voyez ? Là, c'est le conduit au milieu, le vide que je vous disais tout à l'heure, le tube qui s'ouvre par la bouche et qui se termine vers l'anus. Eh bien, on voit que les parois de ce tube, de cet œsophage, sont très musclées. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il se contracte ou se relâche, eh bien, on fait varier la taille du conduit digestif et ça fait progresser les aliments. Donc ça, c'était la première partie de l'activité. Le but, c'était vraiment pour vous de vous rappeler la structure de l'appareil digestif et de vous rendre compte que un aliment que l'on consomme, il met beaucoup de temps à être digéré, à passer là, au minimum 21 heures. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc la correction, vous l'avez à la maison, je vous l'ai mise en ligne, donc vous pourrez reprendre ça tranquillement et corriger au stylo vert. Ensuite, vous aviez une autre activité à faire, c'était la suite de cette activité-là. C'était de mener une démarche scientifique à travers l'histoire des sciences, c'est-à-dire on a travaillé sur des expériences historiques qui ont été menées pour comprendre un petit peu cette transformation des aliments. Donc, les aliments changent d'aspect au cours de leur trajet dans le tube digestif, ils se transforment. Donc depuis toujours, les scientifiques se sont intéressés à la transformation des aliments dans le tube digestif parce qu'ils veulent le comprendre. Par le passé, ils ont fait des dissections, ils ont ouvert des organismes des animaux et ils ont constaté que tout le long du tube digestif, eh bien, les aliments n'avaient pas le même aspect, donc ils ont déduit qu'il y avait une transformation. Et eux, ils ont cherché à comprendre comment c'était possible cette transformation. Donc vous deviez répondre à plusieurs questions sur votre cahier, ces questions-ci, à partir de l'analyse des documents que je vous ai fournis. Donc très rapidement, je vais essayer de reprendre ça avec vous. Donc il y avait beaucoup de questions, les documents étaient peut-être pas forcément évidents, mais bon, comme c'est dit, c'était un petit peu difficile peut-être. Mais s'il y avait que des choses faciles, ce serait pas rigolo. Et vous pouvez être que fiers de vous lorsque vous réussissez à faire quelque chose de difficile. Alors, dans un premier temps, on avait les expériences de Borelli et de Leboé. Donc ils avaient deux théories différentes sur la digestion. Dans la théorie numéro 1 de Borelli, pour lui, la digestion, c'est seulement un phénomène mécanique. Ça veut dire que les aliments, ils sont simplement broyés, découpés, hachés, écrasés par les dents et l'estomac. Et c'est ça qui permet la digestion. Pour Leboé, lui, c'est le contraire. La digestion, lui, c'est seulement un phénomène chimique. C'est simplement des transformations chimiques dans l'appareil digestif. C'est ça qui transforme les aliments. Donc, eux, c'est deux choses opposées. Dans un premier temps, c'est mécanique. Dans le deuxième temps, c'est chimique. Donc Réaumur, lui, il va essayer de comprendre, il va reprendre les travaux de ces deux personnes avant, il va essayer de mieux comprendre leurs expériences et de déduire de nouvelles choses. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un tube comme ceci en métal et dedans, il a mis un morceau de viande. Et il a donné ce tube à manger à des oiseaux pour observer justement comment l'appareil digestif de l'oiseau allait digérer cet élément. Alors, il s'est rendu compte au lendemain, après avoir donné ça à manger aux oiseaux, eh bien que le tube était complètement intact. Tout le tube, elle était restée intacte, sauf
le contenu de ce tube, c'est-à-dire le morceau de viande qui est à l'intérieur, qui avait été réduit de taille, vraiment diminué de taille. C'était devenu de la bouillie un peu liquide. Mais ça, le tube reste intact. Donc déjà, il se dit, mais c'est bizarre, le tube n'a pas été détruit comme le contenu, c'est simplement l'intérieur qui est un peu réduit en bouillie. Donc plus tard encore, on a Spallanzani qui va reprendre tous ses travaux et refaire une expérience. Donc il a refait un petit peu la même chose, sauf que lui, au préalable, la viande là, elle a été mâchée, mastiquée comme par l'action des dents. Il a mis sa viande dans un tube qu'il a refermé et qui lui-même a avalé ce tube. Spallanzani, là, le scientifique, il a pris ce tube, il l'a avalé. Et le lendemain, au bout de 22 heures, eh bien, il a fait un constat un peu semblable à Réaumur. Il a vu que la viande avait disparu et que le tube était intact. Donc là, lui, ce qu'il cherche à montrer par cette expérience, eh ben, c'est que l'action des dents et de l'estomac qui broie et qui déchire les aliments, eh bien, c'est qu'une étape de la digestion, il n'y a pas que ça. Parce que s'il n'y avait que ça, tout aurait disparu. Or, on se rend compte qu'il reste des éléments. Donc, il pense que ça, c'est vraiment qu'une seule partie de la digestion, mais qu'il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il cherche à comprendre. Donc, indiquer l'hypothèse testée par Spallanzani lors de son expérience et préciser le résultat de cette expérience et sa conclusion. Donc, la correction, c'est celle-ci. Donc, lui, Spallanzani pense que la digestion se fait par l'action mécanique des dents et de l'estomac, mais qu'il y a autre chose aussi, c'est ce qu'il va essayer de chercher à identifier. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et donc le résultat, comme je viens de vous le dire, c'est qu'au bout de 22 heures, le tube qui contenait la viande, il est toujours présent. La viande a disparu, mais pas le tube. Conclusion, l'action mécanique des dents et de l'estomac participe à la digestion, mais il y a aussi autre chose qui y participe parce que le tube, il est ressorti intact. Si la digestion se faisait seulement par l'action des dents et de l'estomac, tout serait fragmenté, tout serait déchiqueté au bout de 22 heures. Donc ensuite, il fallait rédiger une phrase pour expliquer que Borelli et Le Boët avaient tous les deux raison. Donc ils avaient tous les deux raison parce que l'expérience de Spallanzani met bien en évidence la digestion mécanique avec le broyage de la viande, mais aussi la digestion chimique par la disparition de la viande. Si on n'avait que de la digestion mécanique, on aurait un ensemble broyé. Or là, c'était broyé, mais c'était aussi sous forme de bouillie. Et ça a même disparu. Il y a certains morceaux qui ont disparu. Donc il y a bien eu des transformations chimiques. Donc c'est la somme des deux théories qui a été mise en évidence par l'expérience de Borelli et Le Boët. Donc Borelli, lui, je vous rappelle qu'il pensait que la digestion était mécanique. Donc juste le fait de broyer les aliments avec les dents ou l'estomac, ça permettait de faciliter la digestion. Et Le Boët, pour lui, c'était seulement chimique. Donc c'est juste une réaction chimique qui va faire que les aliments mâchés vont disparaître parce que les liquides du tube digestif vont faire des réactions chimiques et vont permettre de les faire disparaître. Donc vraiment, là, Spallanzani, j'espère que c'est bien clair pour vous, lui, il a mis en évidence vraiment les deux éléments. D'une part, la digestion mécanique avec le broyage des aliments, et d'autre part la digestion chimique parce que l'aliment s'est transformé, voire a disparu sous forme de bouillie. Donc, si on s'intéresse à l'autre expérience qui a été réalisée, qui était cette expérience-ci, alors ici, on a placé deux tubes, donc tube 1 et tube 2, dans de l'eau à 37 degrés. 37 degrés, sûrement vous vous êtes posé la question pourquoi 37 degrés, c'est pour représenter la température du corps normale. Donc quand vous n'êtes pas malade, votre température interne du corps est de 37 degrés. Donc on a représenté les conditions de l'appareil digestif telles qu'elles sont un petit peu. Donc dans chaque tube, on a placé un morceau de pain, exactement de la même taille et le même volume d'eau. Effectivement, si on change les quantités d'eau ou de la taille du pain, on ne teste plus les bons éléments et notre expérience n'a plus de sens. Donc, dans le tube 1, on a mis de l'eau et du pain. Et dans le tube 2, on a mis de l'eau et du pain plus de l'amylase salivaire. Dans la définition fournie, on vous dit que l'amylase salivaire, c'est une substance qui est produite dans la bouche qui permet de faire de la digestion chimique. Donc l'amylase, c'est quelque chose produit dans la bouche. Vous pouvez faire l'expérience à la maison, vous prenez un morceau de pain,
Vous le mâchez très longtemps. Et normalement, vous allez vous rendre compte que l'aliment qui était solide va devenir de la bouillie. Et vous allez même avoir le goût sucré. On essaiera de l'expliquer. Vous essayez de me l'expliquer. Vous me direz ce que vous en déduisez. Donc dans les tubes, là, on a testé la présence d'amidon à l'aide d'un réactif qui s'appelle l'eau iodée. Donc l'amidon, c'est un sucre lent. Donc c'est un sucre un peu complexe qu'on trouve dans les pâtes, dans la farine, les céréales, etc. Puis on a aussi mesuré la quantité de sucre, donc de glucose, à l'aide de bandelettes test dans chaque tube. Donc ces tubes-là, ils ont été placés 20 minutes dans ce milieu chaud de 37 degrés. Et les tests à l'eau iodée et à deux bandelettes test pour mettre en évidence l'amidon et le glucose, on l'a fait au début de l'expérience et à la fin de l'expérience au bout de 20 minutes. Donc les résultats sont ici. Donc là, on observe, quand on met de l'eau iodée sur du pain, on voit que la couleur a changé, que c'est devenu noir. L'eau iodée de base, c'est un peu jaune-orangé, c'est plutôt clair. Quand on fait le test de la bandelette glucose, la couleur ne change pas, donc on voit qu'il n'y a pas de glucose dans le mélange. Or, on a de l'amidon. Donc là, on voit qu'on a un sucre lent présent, mais on n'a pas de sucre rapide. On a l'amidon, mais pas le glucose, au tout début. Par contre, au bout de 20 minutes, on refait cette expérience. Déjà, on s'aperçoit que le pain, là, il est devenu tout embouilli. Quand on fait le test à l'eau iodée pour mettre en évidence l'amidon dans le tube 1, c'est comme tout à l'heure. On voit qu'il y a du sucre lent, parce que c'est sombre. Et quand on fait le test au bout de 20 minutes avec la bandelette glucose, on voit que ça n'a pas changé de couleur. Donc, on voit aussi, si ça ne change pas de couleur, qu'il n'y a pas de glucose. D'accord? Donc ça, c'est qu'on soit à temps égal 0, donc au début de l'expérience ou au bout de 20 minutes, ça ne change rien. On a du sucre lent, mais on n'a pas de glucose. Si on avait du glucose, la bandelette aurait changé de couleur. Si on n'avait pas d'amidon, l'eau iodée serait restée de couleur claire. Par contre, dans le tube 2, quand on fait l'expérience, on voit que l'eau iodée, là, elle ne s'est pas colorée. Elle est restée à l'état de base, que la même couleur que dans le pot d'eau iodée, c'est-à-dire elle est jaune-orangée. Là, c'est un peu plus sombre que la réalité, c'est la photo qui fait ça, mais c'est plutôt clair. Donc, il n'y a pas eu de réaction, ça n'a pas changé de couleur. Donc, on déduit ici que il n'y a pas d'amidon, il n'y a pas de sucre lent dans le pain. Donc tout à l'heure, ici, là, au temps 0, on avait du sucre lent, de l'amidon. Au bout de 20 minutes, on n'en a plus. Il a disparu, ce sucre lent, parce que ça n'a pas changé de couleur. Par contre, quand on fait le test de la bandelette glucose, pour voir s'il y a du sucre, cette fois-ci, on voit qu'il y a du sucre. Il y en a, c'est présent. Ça a changé de couleur, c'est sombre. Donc cette expérience montre que au bout de 20 minutes, le mélange qui contenait de l'eau, du pain et l'amylase salivaire, ça a permis de transformer le sucre lent, donc du pain, qu'on appelle l'amidon, en sucre rapide, le glucose. C'est-à-dire que tous les sucres lents ont disparu, se sont transformés plutôt, en sucre rapide. Et ça, c'est possible seulement parce qu'on a mis de l'amylase. Là, vous voyez, on avait mis de l'amylase, alors que là, il n'y en a pas. Donc, si vous faites l'expérience à la maison, que vous mâchez du pain très longtemps, comme dans votre bouche, vous allez avoir le pain, les 37 degrés nécessaires, l'amylase salivaire vu qu'elle est produite dans votre bouche, vous allez former cette bouillie, ce pain, et vous allez même avoir le goût sucré. Vous allez avoir naturellement transformé l'amidon, donc le sucre lent du pain, en sucre rapide, le glucose. Faites cette expérience et vous verrez, vous serez surpris. Donc voilà pour ça. Là, je vous avais mis une petite aide à la compréhension pour comprendre. Donc là, le sucre lent, on voit que c'est une molécule composée de plein de glucose. Chaque petit rond blanc, c'est un glucose. Et donc, ça fait une chaîne composée de plein de petits glucoses. Donc tout ça, c'est l'amidon, c'est le sucre lent. Donc c'est l'équivalent de notre tube au temps 0. Et au bout de 20 minutes, l'amylase salivaire, on le comprend maintenant, elle a transformé mon sucre lent en sucre rapide et donc j'ai plein de petits éléments tout seuls, plein de glucose. Il y a une transformation. Donc si on regarde la question que je vous posais, donc on devait dire ce que l'on voit, les résultats des expériences en précisant le rôle du tube 1. Donc vous aviez l'aide du manuel pour faire ce travail-là.
Donc on observe bien au début de l'expérience que les deux tubes contiennent de l'amidon, car le test à l'eau iodée est coloré en bleu-noir, c'est sombre, on l'a vu tout à l'heure. Et ils ne contiennent pas de glucose parce que la bandelette test n'est pas de couleur brune. Donc j'ai remis les résultats dans un tableau pour que ce soit plus clair pour vous, mais vous n'étiez pas du tout obligé de le faire. Donc le test à l'eau iodée montre bien l'amidon, ici. Mince. Et le test de présence de glucose avec la bandelette test montre bien qu'il n'y a pas de glucose. Donc ça, c'est à t égale 0 minutes. Alors, à 20 minutes, au bout de 20 minutes, on a refait la même chose. On voit, quand on fait le test à l'eau iodée, qu'on a de l'amidon dans le tube 1, qu'on n'a plus d'amidon dans le tube 2, on n'a pas. Alors que quand on fait le test de bandelette glucose, on voit toujours pour le tube 1 qu'il n'y a pas de glucose, mais qu'on a du glucose pour le tube 2. Donc j'ai oublié de voir, je me rends compte en corrigé que j'ai pas répondu à la question que vous avez demandé. Le rôle du tube 1. Eh bien le rôle du tube 1, c'est l'expérience témoin. Elle va témoigner de la situation lorsqu'on ne met pas le paramètre à tester. Dans le tube 1, on n'a pas mis l'amylase salivaire. Donc nous, dans le tube 1, il va témoigner justement, il va montrer par comparaison ce qui se passe quand on ne met pas l'élément que l'on veut tester. L'élément qu'on veut tester, nous, c'est l'amylase salivaire. On veut voir son impact sur le pain. Donc si on ne le met pas, eh bien, on va pouvoir témoigner de cette situation en son absence. C'est pour ça que le tube 1, on appelle ça un tube témoin. Question 4, on vous demandait de proposer une hypothèse sur l'origine du glucose. Donc là maintenant c'est plus clair normalement. Le glucose est issu de la transformation chimique, digestion chimique de l'amidon présent dans le pain par l'action de l'amylase salivaire. Ça a transformé l'amidon du pain en glucose sucre rapide. Donc l'amidon en fait il n'a pas vraiment disparu, il s'est transformé. Vous voyez, souvenez-vous, ma petite chaîne qui était longue là, eh bien l'amylase salivaire, c'est comme des ciseaux. Ça a coupé là, vous voyez, imaginez mon amylase salivaire, c'est mes petites têtes rouges là. Ça a coupé ici ma molécule d'amidon en plein de sucre rapide. Et donc, l'amidon s'est transformé en sucre rapide. J'espère que c'est clair pour vous ça. Donc, on a eu la transformation de l'amidon en glucose par l'amylase salivaire. Et donc là, je vous demandais de m'expliquer en 4 lignes la transformation des aliments dans le tube digestif. Donc, les aliments sont broyés d'abord dans la bouche, par l'action des dents. Donc ça facilite la digestion. Et leur passage dans l'œsophage. Ensuite, l'estomac est continue de broyer les éléments par la contraction des muscles de la paroi. Donc c'est ce qu'on a vu sur la photo tout à l'heure. C'est la digestion mécanique, ça. Ensuite, on a les substances digestives qui sont présentes dans tout le tube digestif, qui transforment aussi les aliments en nutriments. Par exemple, l'amylase salivaire va fragmenter les grosses molécules d'amidon en petites molécules de glucose afin d'obtenir des nutriments. C'est la digestion chimique. Donc après avoir fait tout ça, vous deviez recopier le bilan dans votre cahier. Donc au cours de leur trajet dans le tube digestif, les aliments subissent deux transformations. Une transformation mécanique. Donc là, les aliments sont broyés, écrasés par les dents et les muscles de l'estomac. Il y a aussi une transformation chimique. Donc les substances digestives, par exemple l'amylase salivaire, qui sont produites dans le tube digestif, transforment les aliments broyés en bouillie liquide. Et ces transformations mécaniques et chimiques, on appelle ça la digestion. La digestion, c'est bien la somme des deux. Ça permet donc de transformer des aliments en substances utilisables par l'organisme, les nutriments. Donc le glucose, c'est un nutriment. Et tout ce qui n'est pas digéré, ce sont les excréments et c'est éliminé par l'anus. Donc là, on a compris par cette activité comment nos aliments se transforment en choses beaucoup plus petites en glucose. Ce qu'on n'a pas expliqué ici, c'est comment nos nutriments vont passer dans le sang et c'est l'objet de la seconde activité qui suit.